Bonjour et bienvenue dans le lecture d'avril. Oui, je pense que ça va devenir une habitude. Bon, on va pas s'en plaindre. Enfin, j'espère que vous n'allez pas vous en plaindre, mais en tous les cas, non, pas du tout. Bon, bref, j'en ai lu 4 depuis le mois début 1er avril. En fait, ce qu'il y a, pour vous le dire, c'est que, comme vous le savez, peut-être que les nouveaux le savent pas, mais enfin, voilà, je tiens à le signaler, c'est que je ne tourne que les week-ends. Donc, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 11 avril. Cette vidéo sera mise en ligne, je pense, vendredi ou samedi prochain. Donc, à l'heure qu'il en est, quand vous verrez la vidéo, j'aurai fini le Rimbaud Dernier Voyage et j'aurai attaqué un autre, sûrement la Cabale à la cour. Mais bon, voilà, je peux pas tourner, je peux tourner que les dimanches et le week-end prochain, je suis prise sur une autre obligation. Donc, voilà. Bon, bref, tout ça pour vous dire que j'en ai lu 4 depuis le début du mois. Je trouve que c'est pas mal. Alors, il y a 2 tout petits que j'ai lus pendant le week-end pascal. Bon. Alors, on commence tout de suite, sinon on va encore y passer la nuit, mais ça, vous avez l'habitude, je pense. Alors, le premier que j'ai lu, en fait, c'est Jérémy Vulk, Les loups-garous d'Argentine chez Pygmalion. Alors, c'est un bouquin que j'avais repéré, que je voulais lire. Je l'avais repéré sur plusieurs chaînes, notamment sur celle de Séverine, je crois qu'elle l'a reçu. Parce que, bon, évidemment, quand j'ai lu la 4e et qu'ils en ont un peu tous en parlé, je me suis dit, oh, ça pourrait m'intéresser, etc. Alors, c'est vrai que quand j'ai vu la couverture, je dois vous avouer qu'en gros, vous avez des gros indices sur ce qui va se passer. C'est-à-dire que, bon, ça, on suppose que plus ou moins ça peut vous arriver à l'esprit. Donc, je me suis dit, on y va. Donc, on est en présence d'Arnaud, qui est un flic à Paris, qui est un peu dans la tourmente. En gros, il n'est pas très copain-cochon avec sa hiérarchie. Bon, il a fait une bourde. Il n'est pas loin du conseil de discipline, voire peut-être de la sanction et de la mise à pied complète. Et pour mettre carrément une cerise sur le gâteau, son grand-père meurt. Donc, son père et lui vont dans la maison familiale les faire vider la maison parce qu'ils vont la vendre. Et chacun se répartit les tâches. Toi, tu vides ça, moi, je vide ça. Et son père s'en va. Arnaud reste seul, va dans le grenier, ouvre les malles, trie, commence à ranger, un peu comme tout le monde aurait fait. Simplement, au fond d'une armoire cachée dans un double fond, il trouve un uniforme SS. Bon. Alors, sachant que Arnaud vient d'une famille dont le grand-père avait été déporté à Auschwitz, donc il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon. Et puis, en fouillant encore un peu, parce que quand même, ça l'intrigue, enfin, pas tout le monde trouve un uniforme SS dans le placard de ses grands-parents, surtout son grand-père déporté, donc il cherche et il trouve des carnets écrits en allemand. Et là, il se rappelle de l'enterrement qui a eu lieu quelques heures plus tôt, où effectivement, il y avait des hommes de l'âge de son grand-père qui étaient présents, qui étaient un peu à part et qui parlaient allemand. Et il se rappelle, alors ça, tout ça dans les quelques premières pages, et il se rappelle qu'effectivement, quand il était plus jeune, à la maison, il entendait parler son grand-père de temps en temps en allemand, chose qu'il ne comprenait pas, mais qu'il imaginait être peut-être des réminiscences de sa captivité. Et il se rappelait que le chien du grand-père avait un nom particulier. Bon. Évidemment, ça le turlupine. Arnaud, en plus, sa hiérarchie lui en remet une deuxième couche. Donc, il se retrouve seul, mis à pied, avec quelques jours devant lui. Donc, il commence à chercher. Et il se rend au mémorial de la Shoah à Paris. Il tombe sur une sublime fille rousse, magnifique, merveilleuse. On en reparlera plus tard. Ambre, qui lui dit... elle est un peu gênée par ce qu'il lui raconte, donc il lui dit peut-être que vous devriez chercher autour de votre grand-père, dans ses connaissances, avec votre famille, creuser, parce que c'est assez particulier, etc. Mais elle lui dit, sinon, si vous voulez, on peut se voir, je peux vous aider, etc. Et Arnaud a un meilleur pote dans la police qui lui dit quand même, ouais, c'est bizarre, bon, bref, il est là, il lui rend service. Arnaud a des contacts parmi certaines personnes qui peuvent l'aider et il y a un coffre fermé à triple tour, quadruple tour, un coffre très allemand
qui l'intrigue et qui ne peut pas ouvrir. Donc, il va appeler un ancien receleur, braqueur de coffre pour l'ouvrir. Le mec est à remise de peine, il est clean et tout, mais enfin bon, il est toujours dans la branche. Il ouvre, il trouve des trucs, etc. Donc, il décide, Arnaud, sur un coup de tête, de partir en Argentine parce qu'il découvre que son grand-père, son meilleur ami, le grand-père, enfin, le meilleur ami de son grand-père, et lui étaient des amateurs d'art et des collectionneurs d'art. Ils tenaient une galerie, s'étaient séparés dans le sang et les larmes, et que son grand-père faisait plusieurs allers-retours de temps en temps en Argentine pour trouver des œuvres d'art. Donc, il se rend sur un coup de tête en Argentine. Et on commence là-dessus. Donc là, on arrête parce que bon, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe, mais parce que oui, évidemment, il y a un mais. Vous êtes en train de vous dire ça y est, Elisa, elle va encore. C'est pas que je râle, c'est que alors le livre est fluide, l'écriture est sympa, ça se lit comme un roman, un policier. Alors ils disent que c'est le premier thriller, enfin ils disent premier roman policier. Moi, je dirais plutôt vu du livre complet, hein, je parle, que c'est une dystopie policière. Voilà, pas à vous dire en plus. Et alors, ça se lit vite, c'est facile à écrire, le style, l'écriture est fluide, il n'y a pas de problème majeur. On sent que l'auteur travaille dans le monde du cinéma, de la série, il fait des trucs de scénario, etc. Parce que voilà, c'est vraiment très imagé. Vous avez vraiment l'impression à un moment donné que vous pourriez en tirer un téléfilm une petite série, vous savez, les mini-séries de 3-4 épisodes de une demi-heure chacun, quoi. Voilà, en gros, peut-être un peu plus. Donc ça, sur ce coup-là, il n'y a pas de problème. Sur le déroulé de l'histoire, les recherches de d'héritage, enfin d'émotion, d'héritage émotionnel ou d'héritage tout simplement, ou tout simplement du passé d'un grand-père, ça peut arriver, hein. Moi, je dis rien. J'ai fait à peu près la même chose dans un de mes romans, donc ta gueule, Lisa. Mais, mais alors, le souci, et voilà, Lisa y arrive, c'est que c'est trop facile. Parce que dès la première scène, alors je ne peux pas vous la montrer parce que si vous voulez le lire, c'est un peu ennuyeux, on va dire. Mais dès la première scène, en fait, c'est le prologue, hein. Si vous connaissez un peu l'histoire, même si vous ne connaissez pas, je pense. Enfin, si vous connaissez bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et que vous connaissez certaines dates clés, le prologue va déjà vous en mettre une couche. C'est-à-dire que honnêtement, si vous avez un cerveau qui fonctionne, vous allez capter d'entrée. Deux, la couverture. Alors, je sais qu'on parle souvent des quatrièmes de couverture qui dévoilent beaucoup. Là, c'est carrément la couverture. C'est-à-dire, quand vous lisez la quatrième de couverture, à la rigueur, vous pouvez imaginer autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, il explique vider la maison du défunt, il a été rescapé d'Auschwitz, et ils disent qu'il fait une découverte surprenante et bien plus que dérangeante. À la rigueur, bon, si vous n'avez pas cette couverture-là, vous pouvez imaginer quelque chose. C'est-à-dire qu'il a menti, qu'il n'a jamais été déporté, etc. Ou qu'il a été déporté, mais qu'il a changé, je ne sais pas, d'histoire, n'importe quoi. Mais avec ces trucs-là, voilà, pas le titre, hein, mais ça vous aiguille, mais d'entrée de jeu. Et la première, le prologue, moi j'ai déroulé, je savais exactement ce qui allait se passer. Alors quand il a trouvé l'uniforme SS, je veux dire, je savais déjà ce qui allait se passer à la fin parce que je n'ai même pas été surprise une seule fois, même quand justement l'auteur a une imagination que beaucoup ont fait par le passé et il n'a pas pompé sur d'autres, hein. Mais il y en a plein d'auteurs qui ont imaginé ça. C'est rien. Alors le bruit que vous entendez, c'est le général Hux qui a décidé de monter sur l'Ange de Munich. Voilà, c'est bien. C'est magnifique, Chouchou. Chouchou. Voilà, alors attendez, il y a Chouchou qui arrive, hein, parce que non, mais Chouchou, quand il a décidé de faire, je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Voilà, donc Chouchou a décidé de me monter dessus. C'est pratique de faire un update avec un ça. Oui, puis là, il s'installe bien. T'es lourd, lapin. 7 kilos, enfin, il fait un peu moins de 7 kilos. Il est un peu maigri. Il faisait 7 kilos 389. Là, il en fait 687. Enfin, 6 kilos 687. Tout bagre. Bon, il se met sur les bouquins, donc ça va être très gênant, hein, pour faire le lecture, je vous le dis. Bon, il a décidé. Bon,
je pense qu'on est tranquille après. Bon, bref. Donc, il a imaginé, l'auteur, quelque chose. Désolée pour l'interlude du chat. Qui est plausible, hein, qui fait partie de certaines imaginations denses, etc. Mais moi, ça ne m'a pas surprise. Et c'est ce qui m'a déçue dans ce bouquin. C'est pour ça que je dis que c'est pour moi un avis très mitigé. C'est que dès le début, j'ai déroulé aussi vite que lui et qu'à aucun moment, il m'a surpris. Même la réaction finale, même ce qui se passe à la fin. Voilà. Donc, honnêtement, si vous ne connaissez rien sur la période, si des dates clés ne vous disent absolument rien du tout, c'est un bon livre à lire. Il est agréable à lire, hein, je ne dis pas ça, mais voilà, moi, je n'ai pas été surprise et je m'attendais franchement à autre chose. Même avec ce sujet-là et ce truc-là, je m'attendais à un truc plus fouillé. Pour moi, c'était trop facile. Voilà, c'est uniquement le seul reproche que je lui fais. Autre livre que j'ai lu donc pendant le week-end pascal. Oui, bah oui. Alors, c'est des tout petits. Voilà. Alors, on m'a offert, merci Dame Chantal, si elle passe par là. Bah, elle va passer par là, je le sais. Elle surveille mes vidéos. C'est Magda Szabo, donc je vous le mets bien en face. Rue Cataline. C'est un auteur, un écrivain, une écrivaine hongroise, on va y arriver, hein, qui est née en 1917, si je ne m'abuse, et qui est morte en 2007, je crois, un truc comme ça, je crois. Je ne sais plus. Bon, bref, voilà. Donc, c'est un auteur dont j'avais déjà lu 3 romans, La Porte, La Ballade d'Isa et Abigail. Et Dame Chantal m'avait demandé si je l'avais lu. J'avais dit non. Donc, voilà. Alors, on est en présence, en fait, d'un roman assez particulier. Dans le sens où Magda Szabo va nous faire découvrir cette histoire par touche, par flashback, par date. Alors, on est à Budapest, dans une maison où il y a plusieurs familles, d'ailleurs qui sont, pour ne pas vous louper, parce que franchement, oui, il faut quand même les lire. Il y a un petit truc personnage au début qui est fort utile, hein, je vous le dis tout de suite, surtout au début, avant que les dates arrivent. Et en fait, il y a une jeune fille qui meurt et qui va entre guillemets, rester dans cet endroit. Alors, elle hante pas, style, c'est pas l'exorciste, hein, ou c'est pas, voilà, mais elle hante ces personnes pour une raison particulière. Et l'auteur développe, touche par touche, petite émotion par petite émotion, date par date, ce qui s'est passé. On comprend ce que les personnages ont vécu, les émotions qu'ils ont ressenties, leur vie, leur histoire propre et leur histoire commune. Et Magda Szabo a cette écriture subtile où elle analyse les personnages, où elle analyse les émotions. Il n'y a pas de problème de compréhension. Alors, attention, c'est une plume, on va dire, exigeante. Hein. C'est pas un livre que vous pouvez lire en écoutant la musique ou en papotant ou en faisant autre chose. Il faut vraiment que vous soyez concentré, contrairement à certains livres qu'on peut lire parce qu'il y a un fond sonore, ça ne gêne pas. Moi, je suis la première à lire certaines choses avec fond sonore. Par exemple, le dernier, le livre de celui que je lis au moment où je tourne, c'est-à-dire le Rimbaud, c'est un livre, si je mets de la musique derrière, je ne peux pas le lire. Je vous le dis. Donc voilà, ces livres, c'est des plumes exigeantes. Simplement, elle a tellement une belle plume, elle parle de confusion, d'amour, d'amitié, de ressenti, de vécu et de souvenirs. Et ce dont on se souvient des gens, ce dont on peut se souvenir véritablement ou dans notre imagination. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un bouquin, bon, c'est petit, hein, regardez, voilà, mais c'est à la fois ancré dans la réalité, dans l'histoire, et à la fois dans une espèce de, je sais pas, imaginaire, je sais pas si c'est le mot imaginaire, mais oui, dans une espèce d'imaginaire un peu, il n'y a pas de fantastique, quoique si, il y a un fantôme, hein, donc oui, mais sauf si vous, comme dans ma famille, vous croyez au fantôme. Mais c'est une autre histoire. Mais voilà, donc c'est... oui, nous, on en a croisé. Enfin, c'est relatif. Bon, je vous raconterai ça un jour si ça intéresse, mais je le ferai sur le podcast, pas là. C'est un peu trop bizarre. Voilà, donc c'est vraiment une plume, une très belle histoire, courte, pas difficile
à imaginer, à appréhender, à aimer. Mais comme je vous dis, ça pousse à savoir ce qui s'est passé dans cette rue Cataline, où ont résidé ces familles et véritablement ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est vraiment un très... Enfin, moi, ça m'a vraiment plu. Alors, donc, merci, Madame Chantal, enfin, Dame Chantal. Et Dame Chantal, parce que quand elle y va, hein. Oui, Dame Oiseau aussi, mais là, c'est que Dame Chantal. On va pas, voilà. Dame Chantal m'a offert aussi celui-là, parce que dans le même paquet, il y avait les deux. Hein, voilà. Donc, celui-ci, c'est Les Travailleurs de l'Enfer de Ossip Senkorski. Donc là, c'est aux éditions Les Interférences. Alors, sachant que Ossip Senkorski, c'est un nom aussi, puisque il publiait, il était connu, cet homme, sous le nom du baron Brambeus. Alors Brambeus, pardon, S, oui. C'était en fait il était issu de la noblesse polonaise. Il était né, si je m'abuse, dans un des pays baltes. Je ne sais plus si c'est Vilnius ou non. Bref, il est né en 1800, ça j'en suis sûre. Et il était un peu le pourfendeur de la bêtise, de la sottise, le critique de la société de l'époque. Alors, Dame Chantal m'a recommandé, parce que c'est 2 petites nouvelles, hein, d'ailleurs, voilà, j'ai aéré. Hein. Ces 2 petites nouvelles. Et Dame Chantal m'a dit surtout de lire la deuxième avant la première. C'est ce que j'ai fait, hein, parce que je suis une bonne élève. C'était relatif. En fait, on est à la cour de Satan, cour royale hein, de Satan, et Monsieur Satan reçoit ses ministres, enfin ses démons. Et l'auteur, de façon assez caustique, cynique, mais drôle, très drôle, enfin moi j'ai trouvé ça drôle, hein, donc bref, va dénoncer les cercles littéraires du début du 19e, ce goût pour l'exotérisme et les sciences occultes, toutes ces petites singularités. Alors, il a une prose assez singulière, l'humour est très ravageur, très caustique, très... en plus, il y a des choses assez rigolotes dans le sens où, à un moment donné, il y a une phrase où c'est carrément que des points de suspension, des points d'exclamation, des points de suspension, des points d'interrogation. Enfin, vous avez un truc... Ouais, il y a des mots que j'emploie. C'est les rats. Voilà, j'ai l'impression d'être... Non, mais j'ai dû naître au 19e, moi, c'est pas possible. Bref, donc j'ai ri de temps en temps, en espérant être pas trop damnée par Satan, parce que c'est quand même Satan, hein, donc on va se calmer. J'ai beaucoup aimé les 2 nouvelles. J'ai préféré la... Alors, je peux pas dire que j'ai préféré la première, mais je me suis marrée à la première. Pareil à la deuxième... Enfin, marrée. J'ai ri à la première, franchement. La deuxième, j'ai ri, mais plus jaune. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il parle des doutes, des bassesses, de toute cette parodie de cette société qu'il fréquentait. Franchement, alors honnêtement, hein, c'était un auteur dont j'avais pas du tout entendu parler. Je connaissais ces critiques du 19e, etc. Mais lui, je ne l'avais jamais lu. Donc voilà. Donc franchement, si vous aimez ce genre de littérature un peu, ouais, c'est un peu baroque, mais alors c'est pas burlesque. Ça peut l'être. Hein, et peut-être, on peut imaginer que c'est du burlesque, mais c'est pas du burlesque dans le sens dont on l'entend maintenant dans les films ou enfin pour les films ou pour autres. C'est vraiment du caustique, du cynique. Voilà, dans une autre période, il aurait pu être copain comme cochon avec Jean de La Fontaine pour la dénonciation de certaines choses. Et lui, il dénonce aussi ce genre de truc, mais dans une autre façon. Voilà. Mais honnêtement, voilà, je vous le remets en gros plan, parce que rien que la couverture, elle est top. Voilà, la fille qu'il lui faut pas beaucoup, hein, pas beaucoup pour s'amuser. Hein. Donc merci, Dame Chantal, pour ces petites lectures Pascal. Hein.
Voilà. Et on en vient au gros morceau. Alors, avant de vous le montrer, non, je vous le montre et puis je vous. Voilà. Alors, les signés, vous affolez pas, c'est pas grave. Alors, j'ai lu en lecture commune L'Ange de Munich de Fabiano Massimi, donc chez Albin Michel. Je l'ai lu en lecture commune, je le repose là. Je l'ai lu en lecture commune, en fait, avec Caroline de la chaîne Miss Carolivre et Virginie de la chaîne Totalie Brune. Je vous mettrai, ouais, je pense que vous les connaissez. Oui, bon, je mettrai quand même leur chaîne dessous, hein, au cas où. Voilà. Enfin, elles sont quand même connues comme boutubeuses quand même, pour que vous les ayez au moins croisées une fois. En fait, on avait chacun ce bouquin de notre côté. Je me suis raccrochée à la lecture commune, dont je les remercie toutes les deux de m'avoir accrochée. Et on a décidé de faire une lecture commune sur une semaine, à peu près une centaine de pages par jour. Alors, il s'est trouvé que Bibi, à un moment donné, s'est lancée dans la lecture, a trouvé ça vraiment très bien. Et donc, j'ai lu un peu plus que prévu au milieu de la semaine. Mais bon, voilà, on a tous rattrapé les wagons. On s'est laissé le temps. On a beaucoup échangé sur un groupe privé. Alors, au moment où je tourne, comme je vous ai dit, le dimanche 11, demain, on a une visio toutes les trois pour vraiment parler. C'est pour ça que j'ai mis des petits onglets parce qu'on a discuté, donc je les ai notés. Donc je les remercie encore une fois pour cette lecture commune, c'était très agréable, surtout sur ce sujet, etc. On avait déjà échangé avec Caro sur certains points, voilà, sur d'autres livres d'ailleurs. Voilà. Alors on est en présence, en fait, je vous le montre maintenant, on est en septembre 31. Deux inspecteurs de Munich sont appelés par leur hiérarchie pour enquêter sur un suicide qui s'est passé dans un appartement d'un homme politique en vue, c'est ce qu'on leur dit au début. Visiblement, ça a tout lieu d'être un suicide. La jeune femme a été retrouvée morte dans sa chambre avec un revolver à portée, la chambre fermée de l'intérieur, aucune possibilité de rentrer dans la pièce, etc. Voilà. L'angle de tir suppose qu'elle s'est suicidée, blablabla. Donc, ils ont 8 heures pour boucler l'enquête, qui leur semble quand même un peu enfin, c'est un peu court, hein, 8 heures, mais bon, en gros, on leur signale qu'il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir. Ils se rendent sur place, ils interrogent et tout. Mais quand même, il y a quelques petits indices qui leur fait penser que suicide, voilà. Le seul souci, et le point névralgique du truc, c'est que la jeune femme en question s'appelle Angela Maria Rambal, et Angela, dite Geli, n'est autre que la nièce de Adolf Hitler, un homme politique très en vue depuis quelques mois, enfin depuis une décennie, on en entend parler, mais depuis quelques mois, ça monte franchement en puissance, et qu'il est qu'à quelques, on va dire, mois de papoter directement avec Hindenburg et de se placer politiquement sur le jeu. Donc, bah, ça fait quand même... c'est une tâche hein, d'avoir un suicide dans son appartement, surtout qu'il logeait avec sa nièce et que Léon dit prête à Hitler et Geli une relation incestueuse. Alors, il faut dire que c'était ça, enfin, ça excuse rien, commencez pas, mais c'était ça, techniquement, historiquement, c'était sa demi-nièce, puisque c'était la fille de sa demi-sœur qui était venue avec sa fille au début des années 20 vivre dans l'appartement d'Hitler pour lui servir, on va dire, d'aide à domicile, en gros. Bon. Et les deux inspecteurs, bon, bouclent le truc, mais c'est quand même assez bizarre. Il y a quand même des pistes assez assez nébuleuses. Voilà, pour ne pas vous dire, de toute façon, c'est toujours nébuleux hein, pour tout le monde, même maintenant encore. Et Sawyer, un des deux inspecteurs, puisque les deux inspecteurs sont vraiment, c'est un peu, ils fonctionnent un peu sur le tic et tac, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est Sawyer, c'est vraiment l'arien pur, qui a une quarantaine d'années, qui s'est pas fixé, qui a une façon de voir la vie et l'Allemagne, et son collègue Forster, qui est, quant à lui, marié, avec des enfants, qui a une autre vision aussi de l'Allemagne, qui fait des blagues
assez bizarre. Alors, il ne drague pas, il regarde. C'est pas pareil, il le dit. Voilà, moi, je regarde toutes les femmes, mais bon, je touche pas. Voilà. Donc, ils sont vraiment à l'opposé l'un et l'autre, mais ils s'entendent très bien. Mais quand même, il y a quelque chose qui les titille. Ils vont être contactés, Sawyer va être contacté par directement Adolf Hitler, qui va lui demander d'enquêter sur cette mort, parce que bah, c'est pas normal, et qui va carrément lui donner un laissez-passer de sa main, l'autorisant à aller interroger sa garde rapprochée. Alors, sa garde rapprochée, hein, voilà. Donc, nos amis Göring, Himmler, Goebbels, von Rierhardt, la clique. Bon. Et au fil de ces interrogations, bah, en gros, les deux inspecteurs vont mener une enquête officieuse. Et l'enquête est beaucoup plus complexe que ça, puisque petit à petit, il lève des lièvres. Donc, ils se rendent compte que ce qu'on dit, qu'elle était seule dans la pièce, ouais, peut-être, mais que c'est sa chambre. Ah bah, finalement, c'est pas vraiment sa chambre. Donc, ils vont faire des découvertes en découvertes, de révélation en révélation, de petits indices distillés par les sbires d'Hitler en petites révélations tranquillos. Voilà, donc ça se déroule. Alors, le livre est hyper facile à lire. C'est vraiment comme un roman, on va dire, pas d'aventure, mais vraiment, c'est un roman hyper fluide. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la lecture et vous savez à combien je râle à chaque fois sur cette période-là, quand ça peut être très léger. Là, l'auteur, vraiment, s'est engouffré, en fait, dans toutes les zones d'ombre et les failles de cette enquête, sachant que c'est une enquête qui est, entre guillemets, toujours en cours, puisque on n'a pas la finalité, puisque en gros, il y a eu une enquête. Alors, il a récupéré les noms des deux inspecteurs qui avaient parlé avec un journaliste qui s'appelait Fritz Gerlich, qui avait enquêté sur cette affaire-là, qui était un très gros opposant à Hitler, même avant 1931. Qui a monté des preuves, qui a assemblé des témoignages autres que là, et l'auteur a récupéré le nom de Sawyer et de Forster, leur a donné un passé parce qu'en gros, dans les enquêtes, personne ne sait qui ils étaient vraiment. Donc, il s'est engouffré dans tout ce qu'il pouvait, zone d'ombre, mystère ou quelque chose qui est en pointillé comme les noms des inspecteurs dont on sait les noms mais dont on ne sait pas le passé. Et il a brodé autour. Et c'est ce que j'ai aimé vraiment dans ce roman-là, c'est qu'en fait, à partir de la réalité historique et des failles d'une réalité historique, eh bien, il a donné son avis, il a donné une autre perspective à l'affaire. Alors, il s'est appuyé sur de nombreux livres qui sont en bibliographie et je dois avouer qu'à part les livres italiens et 2 allemands et un anglais, les autres, je les avais lus. Donc, quand j'ai vu ce qu'il avait lu, je me suis dit, OK, c'est bon, ça va. Voilà, je ne vais pas râler, il ne va rien avoir à râler. Alors, il a pris des libertés avec l'histoire, mais des tellement infimes libertés avec l'histoire que même moi, j'ai applaudi en me disant, ouais, bien, bien. Mais j'ai applaudi en tant qu'auteur. Hein. Je me suis dit, ouais, voilà. Donc, bref, et je trouve il maîtrise très bien la période. Il rend cette enquête très intéressante parce que, justement, il donne à Sawyer, justement, Sawyer, pourquoi je l'appelle Sawyer? Sawyer, justement, un mystérieux passé. Alors, on voit arriver, alors moi je l'ai vu très vite, hein, le grand blond là, j'ai tout de suite, c'est notre ami HHHH. Voilà, si vous avez, voilà, c'est le cerveau d'Himmler, donc je ne veux pas gâcher votre lecture si vous ne savez pas qui c'est. Enfin bon, bref, voilà. Évidemment, on perçoit et il fait percevoir ce qui était vrai, c'est que le pouvoir que pouvait potentiel et que pouvait avoir Hitler était partagé par son garde rapproché, qui ne voulait qu'il y ait personne, qui que ce soit, qui pouvait gêner l'ascension de leur leader et accessoirement, ils auraient peut-être dégommé le leader s'ils avaient pu lui porter atteinte pour pouvoir avoir le pouvoir. Ça se sent très bien. Alors, il est évident que cette histoire entre l'oncle et la nièce est assez malsaine. Il est de notoriété publique qu'il la faisait poser pour des dessins, parce que c'était un artiste raté en plus. Mais il se pensait très, très génial en matière de dessin de peinture. Donc, il faisait poser sa nièce dans des positions lascives, voire
scabreuses. Voilà, c'est des trucs historiquement, on va dire, avérés par beaucoup de témoignages de l'époque. Et ce fameux journaliste a disparu en 1934 dans un camp. En gros, voilà. Il gênait un peu, donc il est allé voir ailleurs si on y était. Il est mort là-bas et son enquête a disparu. Alors, comme le dit si bien l'auteur, on n'est jamais à l'abri de découvertes d'un journal intime, de documents d'archives, parce qu'il y a beaucoup d'archives qui ne sont encore pas ouvertes de nos jours. Ça s'ouvre hein, petit à petit à droite à gauche, donc peut-être qu'un jour, on saura la vérité, la finalité. Alors, je ne veux pas vous gâcher votre lecture en vous développant toutes les théories sur l'histoire, machin, parce que, bon, voilà. Sachant qu'il y a un livre qui s'appelle « Hitler et Geli », qui date de 97, je crois. Alors, son prénom, je l'ai oublié, mais son nom de famille, c'est Hayman. C'est Hayman. Qui a écrit un excellent bouquin sur cette relation-là et sur toutes les théories qui sont passées autour, sachant que Gerlich avait véritablement, lui, une théorie qui était que Hitler était à Munich ce soir-là. S'était disputé avec Geli et ils avaient un peu bu. La dispute avait dégénéré d'un restaurant à l'appartement. Ça avait continué à s'engueuler pour des raisons, parce qu'il est quand même aussi de notoriété publique que Geli était très jalouse aussi. C'était des trucs très ambigus. On dirait que c'est un syndrome de Stockholm, en gros, peut-être, parce qu'elle était à la fois un peu mise sous cloche par son oncle et aussi très jalouse d'une certaine Eva Braun qui tournait autour depuis 1929. Voilà. Et qui correspondait pour la garde rapprochée à Hitler beaucoup plus à la femme qu'ils imaginaient pour leur leader que la gamine. Voilà. Donc, voilà, alors on saura un jour peut-être ce qui s'est passé, peut-être qu'effectivement c'est un coup qui est parti seul ou que c'est un meurtre vraiment, alors perpétré par le leader ou ses sbires ou que quelqu'un a donné l'ordre en dehors. Mais c'est un excellent roman si vous voulez justement connaître l'histoire de Angela Maria Rombal, que vous voulez en savoir plus sur les arcanes. Moi je trouve que les arcanes justement sont très bien parce que c'est sur très peu de temps à l'enquête. Mais ça vous montre exactement toutes les strates de ce parti nazi qui rassemblait à peu près tout ce qu'il pouvait sur tout et tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est que même parmi les gardes rapprochés d'Hitler, certains collectionnaient les petits travers du chef pour éventuellement s'en servir à l'occasion. Voilà, peut-être pour l'éloigner. Ah non, mais il faut, voilà. Et notamment notre grand blond, hein, qui lui, alors, détenait tout, absolument tout, puisque il avait les mains libres hein, pour absolument tout. Voilà, donc c'était peut-être le plus dangereux de tous. Hein. C'est vraiment, alors lui, côté loup-garou, loup, voilà, c'était peut-être, je pense, le plus dangereux. C'était le plus dangereux de tout. Donc, bravo à l'opération Andropoïde, parce que voilà. Bref, donc, comme vous le voyez, c'est une très bonne lecture. Je vous recommande vraiment ce roman. Je vous invite à aller voir les vidéos de Virginie et de Caroline qui vont en parler. Caro en a déjà parlé sur ses stories Instagram. Virginie en parlera sur son point lecture. Caroline aussi. Et franchement, ça fait longtemps que je vous avais parlé des Lueurs du lendemain en disant que c'était un très bon, etc. Mais sur une autre. Mais alors, voilà. Si je dois entre les deux, là, je vous recommanderais celui-là parce que ce que j'aime chez les auteurs, c'est ça. C'est que de s'engouffrer dans les failles et d'arriver à imaginer une réalité qui pourrait être et qui un jour sera peut-être. Donc franchement, voilà. Très bon roman, très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment de lecture avec les filles et avec ce roman-là. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Et pour une fois que vous ne m'entendez pas râler sur un truc historique trop léger, vous vous dites, putain, si Lisa, elle dit, ouais, j'ai bien aimé, j'adore, je râle pas, c'est qu'il n'y a rien à râler. Voilà. C'est bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout ce que Lisa a lu. Lisa est contente.
Lisa lit Rimbaud. Alors, Lisa se met oui, parce que, alors, je vous le dis, le jour où je tourne, c'est un des jours à Marseille où il fait un jour pourri. J'ai allumé une lampe de côté. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une ombre, mais je ne peux pas faire autrement parce que si je l'enlève, je suis dans le noir complet. Voilà. Alors, vous avez l'impression qu'il y a un peu de lumière, mais c'est une lumière de flotte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuages qui arrivent et je pense qu'on va s'en prendre une. Hein. Hier, on s'en est pris une et je pense qu'on va s'en prendre une aujourd'hui aussi. Voilà, donc je devrais peut-être un jour filmer le soir, mais alors le soir, véritablement, la lumière chez moi est dégueulasse, quoi. Donc même si je mets, enfin, j'ai pas de rampe, je pourrais sortir les parapluies de mon ancienne vie de photographe, mais c'est tout un business de sortir et voilà, j'ai la flemme et j'aime bien la lumière naturelle. Donc ça, c'est la minute pour papotage, hein, comme vous savez, à la fin, je papote. Voilà. Donc, je suis en train de finir ce dimanche. Je pense que je l'aurai fini demain soir. Le Rimbaud Dernier Voyage, hein, qui est assez dense et assez particulier comme écriture et comme façon de faire. Passionnant, hein, mais assez particulier. Et ensuite, je lirai Cabale à la cour de Jean-Michel de La Comté. Parce qu'il il me botte bien, celui-là. Depuis que je l'ai récupéré, il me botte bien. Et il me restera donc 3 livres à lire jusqu'à la fin du mois, sachant que j'ai fait une commande sur France Loisirs. Voilà, voilà. Et que je suis allée à la librairie pour récupérer une BD qui s'appelle Berlin sera notre tombeau. Donc, du coup, vous imaginez bien le thème, BD historique. Et en livre d'histoire, quand j'avais fini Churchill, enfin, et que j'avais la Pavasse, les maréchaux de Staline, que je me réserve pour cet été. J'ai acheté un livre sur Magda Goebbels. Voilà, j'en avais lu, mais pas celui-là, et je voulais le lire parce qu'il y avait quelque chose qui m'intriguait suite à la lecture de ça. Voilà. Donc, oui, bon, ben, voilà. Et sur France Loisirs, qu'est-ce que j'ai acheté? Je ne me rappelle pas. Ouais, j'ai acheté le tome 3 de Club des 5. Oui, ben, c'est pas ma faute. Donc, je pense qu'à la fin du mois, vous verrez pour le point lecture complet. Bon, je vous remontrerai cela en vous disant bien, bien, oui, oui, oui. Donc, il y aura forcément 4 romans et sûrement 2 BD, je pense que 2 BD, je pense que le Club des 5, c'est facile, hein, et puis l'autre va pas aller très doucement, va pas prendre 3 plombes. Donc, voilà. Je pense que ça sera un bon petit bilan et ça suffira, sachant, je l'annonce tout de suite, qu'en mai, pour l'instant, j'en ai que 4. Oui, alors le bruit que vous entendez, c'est la flotte. Super, il pleut. C'est le généralogue qui va être content, il ne va pas voir les oiseaux, ça va le gaver. Sachant qu'en mai, je le dis tout de suite, il y aura deux vidéos book haul différentes. Le premier, ce sera le book haul pile à lire de mai. Et là, il n'y aura pas beaucoup de bouquins parce que je vais avoir une période, une dizaine de jours où véritablement, je ne pourrai absolument pas trop lire du tout parce que là, ça va être très, pour des raisons très personnelles, je vais être un peu indisponible. Mais il y aura un book haul solde de pâle, sachant que j'ai sorti beaucoup de livres qui me restaient, enfin il m'en restait pas beaucoup, il m'en restait une dizaine, quinzaine au début de l'année. Donc j'en ai déjà dégommé pas mal et j'ai récupéré quelques livres. Donc je vous montrerai ceux que j'ai récupérés à la librairie et chez France Loisirs. Comme ça, vous verrez ce que j'ai. Donc il n'y en a pas vraiment beaucoup en gros. Et ce qu'on m'a offert, parce que Dame Chantal m'a offert trois pavasses qu'on va faire en lecture commune cet été. Sur un auteur qu'elle aime beaucoup, sur celui-là, je ne connaissais pas, mais voilà, elle s'est doutée que la période allait beaucoup me plaire. La belle époque, moi, voilà. Je vous dis que je ne suis pas née à la bonne époque. Ça m'énerve, ça. Bref, j'arrête de blablater, je vous laisse. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est la prochaine vidéo? Qu'est-ce que j'en sais? Ah, si, la prochaine... Non, je ne sais pas. Bon, écoutez, vous verrez bien. De toute façon, j'y vais vraiment à l'instinct. Je vais tourner les vidéos sur les 2 challenges que j'ai proposés sur Instagram. Donc, le bac français et toute une histoire. Je vais les tourner là, d'ici quelques jours, pour pouvoir vous les mettre
là, avant la fin du mois d'avril, avec un doodle pour le bac français pour qu'on fasse, parce que ça sera pour la fin de l'année, mais comme ça, vous aurez le temps tranquillement de choisir jusqu'à la mi-juin le bouquin ou des bouquins que vous voulez lire, de les récupérer, soit d'occasion, soit dans les boîtes à livres, soit chez votre grande-tante, soit chez des potes, etc. Le but, c'est pas de vous faire acheter des bouquins, le but, c'est de lire ensemble un classique français qui est issu de ma liste présentée au bac français. Alors, quand je vous parle de ça, c'est 1900, des années 80, enfin fin des années 80, mais ça fait très, très vieux, quoi, que j'ai retrouvé. Et le deuxième challenge, c'est histoire. Alors, du coup, je ne savais pas quand le placer parce que là, il y a le mois de l'imaginaire, après, il y a les mois des fantaisies. Le mois d'août, très souvent, c'est les rentrées littéraires. Le mois de septembre commence le Pumpkin Autumn Challenge. Après, il y a le Cold Winter Challenge. Après, il y a un autre grand challenge, The Black November. Donc, il y a hors de question que j'empiète là-dessus. Parce qu'il y en a plein qui le font. Et je sais que Virginie, donc notre copine de Totalie Brune, fait en fait un challenge qui s'appelle, je ne sais pas comment elle l'a appelé, mais ça, en fait, en gros, c'est un peu lis des sagas l'été, quoi. Finis tes sagas l'été, en gros. Et je me suis dit que je pouvais poser mon challenge à peu près en même temps qu'elle, c'est-à-dire juillet-août, parce que ça pouvait vous permettre aussi de faire son challenge entre guillemets en même temps que le mien, puisque moi, mon challenge, c'est toute une histoire. Et c'est vraiment basé sur l'histoire. Donc, je donnerai des thématiques et vous avez peut-être des romans historiques dans vos énormes pales et ça ferait. Tu dégommes la série, la saga chez Virginie et tu fais plaisir à Lisa en lisant de l'histoire. 2 en 1. La vie qui n'a absolument pas demandé la permission à Virginie. Mais du coup, ça va lui permettre de faire son challenge. Je veux qu'elle le fasse. Donc, Virginie, tu dois faire ta vidéo sur finissez vos sagas cet été parce que je trouve que c'est très bien quand on est en vacances de finir des sagas. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. On se revoit bientôt. Et puis, écoutez, si vous avez lu un de ces bouquins-là, dites-moi-le dans les commentaires. S'il y en a un qui vous intrigue ou que vous aimeriez lire, dites-le aussi. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Et puis, je retourne auprès du général Hux qui pas content. Pas content du tout. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est pas vous qui me supportez.